Il y a des centaines de personnes qui ont marché pour sauver les arbres sur René Lévesque. Mais est-ce que ces gens-là étaient là quand d'autres arbres étaient abattus dans les dernières années? Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Les arbres n'ont jamais fait autant parler à Québec que depuis quelques mois. Mais les 1500 arbres ou à peu près qui vont être abattus pour faire face au tramway, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui se coupe bon an, mal an à Québec. Voici le reportage de Mathieu Boivin. Je présume qu'il y a beaucoup de monde à Québec qui est intéressé par le dossier des arbres. Ben oui, souvenez-vous, le 16 février dernier, ici même, devant Saint-Charles-Garnier, Respect citoyen partait en guerre contre l'abattage des 1500 arbres condamnés par le passage du tramway. Et quelques semaines plus tard, en Haute-Ville, des centaines de personnes manifestaient pour sauver ces arbres. Selon des chiffres obtenus par Nouveau Info, en 2023, 4 969 arbres ont été sciés sur des terrains privés. L'année suivante, en 2024, gros bond de 31 pour un total de 6 490 arbres abattus. Et l'année dernière, en 2025, encore 6 de plus pour un total de 6 903 arbres retranchés de la canopée. C'est un peu trop facile de couper des arbres à Québec, regrette Alexandre Turgeon, du Conseil régional de l'environnement. Le processus pour donner des permis pour l'abattage d'arbres, on pense qu'il y aurait lieu de resserrer cette réglementation-là pour que ça soit plus difficile, plus contraignant quand il y a un chantier, quand c'est un caprice parce qu'on ne veut pas avoir d'arbres ou d'ombrage à telle période de l'année devant une fenêtre. Il y a lieu de refaire un tour de roue sur une réglementation qui date. Et qui crée des insatisfactions chez les citoyens qui ont l'impression qu'on coupe trop facilement des arbres dans leur quartier. J'ai demandé à Respect citoyen de commenter les chiffres dont je vous parlais plus tôt, mais le parti a refusé mon invitation. On préférait concentrer son attention sur d'autres sujets aujourd'hui. Je me suis donc tourné vers Alexandre Turgeon pour savoir si tous ces nouveaux amants des arbres allaient se joindre à lui pour demander une réglementation plus sévère. On a demandé à les rencontrer il y a quelques années parce qu'on pensait qu'on avait des points d'intérêt convergents avec eux, vu les impacts qu'ils appréhendaient sur la canopée, mais rapidement, dans le cours de rencontre, on s'est rendu compte qu'ils s'en... Quelque part, c'était une excuse, les arbres, là, c'est le tramway là, qui était l'ennemi à abattre. Là. Moi, je pense pas que c'est des gens de bonne foi. Puis les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la préservation des arbres depuis 25-30 ans, on les connaît, puis à Québec, ils sont très actifs, puis c'est pas les gens qui étaient à la manifestation pour protéger les arbres. Une dernière chose en terminant, juste au cas où ce serait la dernière que vous entendiez, pour un bout dans ce dossier-là. En 2024 et 2025, presque la moitié, 46 exactement, des arbres abattus étaient des frênes, tous atteints de la grille du même nom. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info. Maintenant, il y a une entreprise vieille de 86 ans qui a annoncé qu'elle fermait ses portes ce matin. Il s'agit des meubles South Shore à Lobinière. Félix-Antoine, d'ailleurs, est sur place. Bon, j'imagine que le moral n'est pas très fort dans le secteur aujourd'hui. Oui, Jean-Simon, c'est vraiment le sentiment là, dans le village de Sainte-Croix où on est présentement. Un peu moins de 3000 habitants, où on vient de perdre quand même 126 emplois. C'était l'un des plus grands employeurs du village. Tout juste derrière moi, vous pouvez voir, là, ce sont les bureaux de South Shore, meubles South Shore. Et c'est très tranquille parce qu'il faut le dire, l'annonce, elle s'est faite ce matin de la part de la famille Laflamme envers les employés. Ils l'ont appris assez rapidement et vous comprendrez qu'on leur a donné la journée. On a parlé un peu à des résidents du secteur et on le sent que le moral est lourd. Hein. Tout le monde connaît quelqu'un qui y travaille. On a pu parler à un employé qui n'a pas voulu nous parler à la caméra, mais qui nous le disait qu'après 36 ans, c'était un coup de massue. Même si c'était quelque chose qu'on voyait venir, il faut dire qu'il y a eu des coupes il y a environ un an, 115 autres emplois qui avaient été perdus. Alors on s'y attendait un peu. Déjà, le rythme avait ralenti. Ça n'empêche pas le maire de la municipalité de Sainte-Croix de nous parler de l'importance de l'entreprise et de l'impact que ça a sur la ville. C'est un employeur de premier plan pour une municipalité de 2700 citoyens. On parle de près d'une centaine d'employés. C'est énorme. C'est énorme pour la municipalité de Sainte-Croix. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est surtout très triste pour les employés concernés. Mais c'est certain que pour nous, ça a des impacts majeurs. On explique ça comment, cette fermeture-là?
Bien, honnêtement, ça reste assez simple, là. Il y a eu un communiqué de presse du côté de la famille Laflamme ce matin pour annoncer le tout. Et il y a 2 éléments qui sont pointés du doigt sans surprendre personne. Le premier, bien, ce sont les tarifs. C'était la raison des coupes il y a environ 1 an. C'est la raison de la fermeture cette année. On le dit, l'impact, il est majeur sur l'industrie des meubles, du bois d'œuvre. Et on le sent alors que la majorité en chiffre d'affaires allait vers les États-Unis. Depuis 2022 jusqu'à 2025, c'est 77 du chiffre d'affaires qui a diminué. Et les tarifs, ils sont pour beaucoup. L'autre élément, c'est le dumping, si tu me permets l'expression, de produits chinois et vietnamiens, normalement, de ce qu'on dit du côté de la famille Laflamme. On dit qu'en plus, avec les États-Unis qui ont mis des tarifs vers les pays asiatiques, le dumping s'est concentré dans le Canada. Ajoute à ça les tarifs et c'était une recette malheureusement parfaite pour des pertes d'emplois ici. On est bien inquiet d'ailleurs de la suite des choses pour le milieu. Vous avez d'ailleurs vu l'explication de Charles Laflamme qui disait que ça ne faisait aucun sens présentement pour l'entreprise. Et on a parlé au directeur de la Chambre de commerce de Lotbinière qui le mentionne. On parle beaucoup de ces tarifs comme de chiffres, comme de pourcentages, mais il y a un impact et il est réel sur les entreprises des régions. Il y a eu des coupures de postes aussi à l'usine voisine, là, avec les tarifs douaniers, avec la baisse de construction, avec tous les moratoires qu'il y a dans les municipalités, les grandes municipalités. Donc, c'est sûr que ça a de l'impact, les tarifs douaniers, plus qu'on le pense. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui réussit à lever la main et dire « j'ai besoin d'aide, je suis en situation dramatique avec mon entreprise ». C'est ceux qui veulent préserver leur identité, leur force, leur caractère. Ça prend du caractère pour opérer une entreprise de nos jours. Selon ce qu'un ancien employé nous a confirmé, ce serait le 19 juin que la dernière journée de l'entreprise se tiendrait. Merci beaucoup, Félix. Au plaisir, Jean-Simon. Maintenant, il y a une enquête publique qui s'est ouverte aujourd'hui sur la mort d'une adolescente de 13 ans. Ça se passait en novembre 2024 à Lévis. J'en parle avec Caroline. Ce qu'on tente de comprendre, en fait, c'est les circonstances qui entourent la mort de cette jeune fille. Oui, tout à fait. C'est une enquête publique qui s'ouvre pour comprendre les circonstances. D'ailleurs, le coroner qui est en chef qui est en charge de cette enquête-là, Luc Malouin, l'a précisé, on repart complètement à zéro. Ce qu'on veut éventuellement, c'est peut-être avoir des recommandations à faire pour éviter d'autres décès du genre. Et là, je vous ramène à ce moment-là, le 7 novembre 2024, Maëlyn Luger, qui a 13 ans, est trouvée sans vie dans un boisé à environ 500 mètres de son école de Saint-Jean-Chrysostome au lendemain de sa disparition, après qu'elle ait quitté justement cette école-là. Et dans son rapport qui a suivi, la coroner avait conclu un décès par noyade. Un rapport qui avait d'ailleurs beaucoup fait réagir les parents, entre autres le père dans un reportage de Radio-Canada, parce qu'il estimait que plusieurs informations importantes avaient été omises dans ce rapport-là. Donc, évidemment, c'est une enquête qui s'est ouverte par la suite. Et on s'est d'ailleurs particulièrement intéressé à l'état psychologique de la jeune fille juste avant sa mort. Oui, tout à fait. État psychologique, en fait, qui était déjà connu de plusieurs intervenants, dont ceux qu'on a pu entendre aujourd'hui. On savait qu'il y avait certaines difficultés relationnelles, de l'anxiété qui était vécue par la jeune fille. Donc aujourd'hui, on a pu entendre, entre autres, la travailleuse, une des intervenantes de l'école de Maëlyn, qui raconte que c'était pas nécessairement quelqu'un qui manquait de l'école, qui avait des mauvaises fréquentations ou qui consommait, mais elle savait qu'elle n'allait pas bien de par sa meilleure amie. Meilleure amie qui, d'ailleurs, lui aurait partagé un texto reçu le jour de sa disparition dans lequel elle laissait entendre d'ailleurs que la jeune fille n'allait vraiment pas bien. Tout ça d'ailleurs sera analysé, ce texto-là sera analysé un peu plus en détail, fort possiblement donc présenté demain. Un autre intervenant également qu'on a pu entendre aujourd'hui, d'urgence détresse, cette fois qui a rencontré Maëlyn la veille de sa disparition, dans lequel, il explique que lui n'avait pas nécessairement d'inquiétude à la voir retourner à l'école parce qu'il y avait un filet social autour d'elle, des intervenants et un plan également du côté de l'école. Donc sachez que l'enquête se poursuit pour les 5 prochains jours jusqu'à la fin de la semaine. Une vingtaine de témoins seront entendus. Merci, Caroline. Merci. Les policiers de Québec ont fait respecter le nouveau sens unique sur la rue Jacques-Parizeau avec pas mal de sérieux. La rue qui est derrière le Grand Théâtre. Après quelques jours de tolérance et d'avertissement à la mi-mars, on a décerné pas loin de 140 constats d'infraction en moins d'une semaine. Les 19 et 23 mars, on parle au total de 25 000 d'amende imposée aux automobilistes, selon les chiffres du Journal de Québec. Le chef de Respect citoyen, Stéphane Lachance, lui, trouve qu'on y va trop fort dans les circonstances. Je trouve ça très exagéré. Quand j'entends M. Marc Desrivières, notre grand responsable de la circulation à Québec, qui dit que c'est aux citoyens de s'adapter, je veux dire, du jour au lendemain, des gens qui sont habitués de passer ici, c'est une adaptation qui ne peut pas se faire en l'espace de 10 minutes. On s'en va pas respecter, puis on vient tout simplement confirmer que les travaux, tout ce qui a rapport aux travaux de préparation,
c'est des choses qui sont improvisées de jour en jour. Un secteur de la prison de Québec est en confinement depuis ce matin. Selon ce qu'a appris Nouveau Info, les autorités auraient reçu l'information qu'une arme à feu de type pen gun était en circulation. Un agent carcéral nous a expliqué qu'une telle fouille peut prendre plusieurs heures et qu'aucune chance n'est prise dans de telles situations. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe un outil pour tenir en compte, ou suivre les promesses et la réalisation des promesses des politiciens, notamment du premier ministre canadien Mark Carney. Ça s'appelle le polymètre. Et pour en parler, je reçois en studio Lisa Birch. Elle est du Centre d'analyse des politiques publiques à l'Université Laval. Bonsoir, Mme Birch. Bonjour. Alors, c'est quoi le polymètre, concrètement? Le polymètre est un outil de suivi des promesses électorales. Alors, les gens peuvent aller sur le site Web, ils peuvent choisir un gouvernement et trier les promesses par domaine de politique publique, par verdict, c'est-à-dire si la promesse est en suspens, tenue, partiellement tenue ou bien rompue. Actuellement, le polymètre Carney vient d'ouvrir. Nous allons suivre les promesses pendant les 4 ans. Maintenant qu'il y a un gouvernement majoritaire, il n'est plus minoritaire, alors on s'attend à ce qu'il fait ces 4 ans. Oui. Et pour chaque libellé de promesse, on prend ça directement dans la plateforme électorale ou les communiqués de presse. Et lorsqu'on ajoute des preuves, ça peut être une preuve journalistique, ça peut être un document publié par le gouvernement, ça peut être parfois des statistiques, puisque parfois il y a des promesses d'atteindre un nombre cible de médecins de famille, par exemple. Là, on va aller faire les analyses statistiques, combien de médecins de famille est-ce qu'il y avait au début du mandat et à la fin. On est capable de comparer, finalement. Et M. Carney performe comment jusqu'à maintenant, selon ce qu'on sait? M. Carney a commencé avec un gouvernement minoritaire dans un contexte très particulier. Puis nos recherches sur les gouvernements démontrent que plus il y a de crises au moment de démarrage d'un nouveau gouvernement, plus il est difficile de tenir des promesses rapidement. Puis crise, je parle, ça peut être une crise économique ou des difficultés financières du gouvernement. Dans le cas de Carney, nous avons des défis économiques avec la crise inflationniste qui s'amplifie à cause de la guerre au Moyen-Orient. En plus, il y a la guerre tarifaire et l'instabilité politique en général. Un peu partout, c'est ça? Un peu partout. Et là, au polymètre, vous allez suivre comme ça 440 promesses de M. Carney et de son gouvernement. Est-ce qu'on est capable déjà de voir, malgré le contexte minoritaire, comment il se situe par rapport à ses prédécesseurs? Par rapport au gouvernement Trudeau précédent, il a moins de promesses réalisées ou partiellement réalisées après un an. Par contre, parmi les promesses qui sont réalisées, il y en a certains qui sont quand même importants et structurants pour l'avenir. Par exemple, il y a un bloc de promesses qui concerne l'enjeu de l'abordabilité, le coût des maisons et tout ça. La première chose qu'il a mis en œuvre, c'est la création de Maisons Canada, qui est un organisme qui va s'occuper d'accroître rapidement la construction de maisons. Sauf que pour que ça se réalise, il faut qu'il y ait quand même des ententes avec des gouvernements provinciaux, des territoires, les gouvernements autochtones, des municipalités. Puis il faut surtout qu'il y ait des entrepreneurs avec des projets de construction, de logements abordables qui peuvent être financés. C'est souvent conditionnel, donc ces promesses-là. Et rapidement, pour les gens, s'ils veulent aller voir ça sur le web, c'est possible de trouver le polymètre, c'est ça? Oui, vous avez juste à regarder polymètre.org ou si vous tapez polymètre Carney, vous allez arriver directement sur le site web. Et nous apprécions vos commentaires, votre rétroaction. Alors, si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous écrire également. Madame Birch, merci d'être passée nous voir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Au revoir. À la prochaine. And after coming so close last year, it's redemption for Les Chevaliers. For the first time in franchise history, Les Chevaliers de Lévis